je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus le vrai altiplano, c'est plat et haut. Et ça, franchement, c'était une minorité, quoi. Le reste du temps, c'est des montées à 5000 à vélo, redescente à 2500, remontée. C'est vraiment hallucinant. Et c'est quelque chose de marquant quand on traverse ces paysages-là à vélo. On se dit, mais purée, tous ces locaux, donc les Péruviens et les Boliviens, là, ils sont à 8 heures de minibus sur une piste défoncée d'une mini-ville. Et ces gens vivent là, il fait quand même froid aussi, c'est des conditions climatiques, alors que moi j'étais en été parfois difficile, j'ai quand même eu de la neige et tout. Et il y en a pas mal de villages où je suis passé, ils parlaient pas l'espagnol, ils parlaient encore le quechua, voire même les dialectes encore antérieurs à l'expansion des Incas qui ont diffusé le quechua. Bonjour et bienvenue. Je suis Anne B et tu es sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors n'hésite pas à partager ce podcast, un grand merci d'avance. Après ses études en bio-ingénierie, Antoine rejoint une start-up, jusque-là conventionnelle, mais en Argentine. Là, ça l'est déjà nettement moins. 2 ans d'une expérience inoubliable qui clôture avec une petite rando, principalement à vélo jusqu'en Équateur, soit un peu plus de 12 000 km, histoire de voir du, ou plutôt des pays, rencontrer leurs habitants et saluer quelques sommets de toute beauté dans la cordillère des Andes. Alors si tu veux entendre parler d'une Argentine très authentique et d'un voyage qui, loin des exploits sportifs où on se bat contre le chronomètre, invite davantage à musarder et à s'émerveiller, entre Pampa et sommet, tu es au bon endroit. Cette conversation a été enregistrée quand Antoine était à Huaraz, au Pérou, dans la cordillère des Andes. Bonne écoute! Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipement, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Bonjour Antoine. Bonjour Anne. Ça fait très plaisir que tu m'aies contacté et qu'on puisse partager ton aventure avec les auditeurs. Parce que je crois que c'est chouette d'avoir des grands profils qui font des grandes choses, mais aussi avoir des gens qui, n'ont pas nécessairement un grand passé d'aventurier, puis qui s'y mettent. Donc, c'est très, très, très chouette de parler avec toi aujourd'hui d'un beau parcours en plus qui a commencé avec une start-up en Argentine, mais pas n'importe quelle start-up. Et puis, pour se continuer avec un voyage à vélo. Voilà le programme du jour. Donc, comment es-tu arrivé dans cette start-up en Argentine qui a été un peu le démarrage du voyage qui s'en est suivi, etc. Non, qu'on va commencer par te présenter. Pour commencer? Oui. Ah, ça marche. D'abord, je vais te laisser te présenter, mais après, je reviens avec ma question. Ça marche. Je m'appelle Antoine, j'ai 28 ans, je suis belge, j'ai toujours grandi à Bruxelles, à part quelques petits vadrouillages par-ci par-là. J'ai fait des études de bio-ingénieur à Louvain et donc j'ai été diplômé il y a maintenant presque 3 ans et je suis quasiment direct parti pour travailler dans une start-up en Argentine, une start-up qui était fondée par un Belge et par un Français qui s'appelle Procens, la start-up. Et c'est en fait une start-up qui produit des insectes en les alimentant seulement avec des résidus agricoles. Et le but, plutôt l'élevage d'insectes, on devrait dire, c'est d'un côté de générer des produits animaux, donc de la protéine animale, de la graisse animale, qui sont des matières premières aujourd'hui de plus en plus difficiles à sourcer pour alimenter nos animaux d'élevage, et aussi nos animaux à la maison, et même les humains, mais bon, ça viendra sans doute plus tard.
Et d'un autre côté, les insectes produisent un compost qu'on peut du coup retourner au champ. Et voilà, j'ai passé un peu plus de 2 ans dans ce projet fantastique en Argentine. C'était un peu au milieu de nulle part en plus, dans une petite ville de 40 000 habitants où pas beaucoup de gens vont. Mais j'ai adoré. Les Argentins sont des personnes géniales qui peuvent vraiment nous apprendre beaucoup. Et voilà, quand j'ai senti que c'était le moment de retourner près de ma famille et de mes meilleurs copains toute la vie, même si je m'étais fait, on va dire, ma famille et mes copains là-bas, ça reste pas la même chose. J'ai senti ça après un peu plus de 2 ans là-bas. Mais bon, c'était pas non plus si urgent que ça de rentrer, vu que j'ai décidé d'abord de faire un long voyage à vélo en Amérique latine, euh, et dont le but c'était pas seulement de faire du vélo, mais aussi de beaucoup profiter de la montagne, parce que là-bas, bon, il y a la cordillère des Andes qui est quasiment un terrain de jeu infini, et pouvoir avoir le temps de vivre des chouettes expériences, rencontrer les, on va dire, les Sud-Américains. Mm. Et c'est comme ça que là, il me reste encore un mois de voyage. Génial, 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 génial. Et donc, voilà, tu es sur les routes. Tu es où, là, aujourd'hui soir, hein? Enfin, c'est pas le soir pour toi aussi? Bon, pour moi, il est 12h50. Il y a 7 heures de moins. Alors, là, en ce moment, je suis finalement un peu ce qui était mon objectif majeur de ce voyage, la destination majeure. Ça s'appelle Huaraz. C'est donc dans la haute cordillère des Andes, au milieu, un peu nord du Pérou, Mhm. où il y a des... Bah, ils sont plus, ouais, il y a plus que des dizaines. Enfin, il y a une quantité, une quantité invraisemblable de hautes montagnes. Et j'adore la montagne, dont la haute montagne. Ici, je vais pouvoir m'amuser pendant un bon mois. Ça fait déjà 2 semaines. Et donc là, mon vélo, il est un peu mis sur pause. J'ai pas Mm. mal roulé pour atteindre cette destination. Et c'est ici que je suis en ce moment. Et je vais encore après reprendre le vélo et rouler jusqu'à Quito en Équateur, d'où je rentrerai. D'accord. Et là, t'es dans une auberge de jeunesse ou quoi? C'est quoi tous ces jolis cactus Ouais, dessinés c'est au ça, je suis dans mur? une auberge de jeunesse, ouais. Et Trop top. c'est ça, voilà. À mon avis, d'autres voyageurs qui ont dû peindre. Non, c'est toujours un peu comme ça dans un auberge de Ouais, jeunesse. ouais, c'est super cool, hein. Moi, on adore aussi. Mhm. Ok, trop trop bien. Et alors, ben, raconte-nous un peu ton expérience justement dans la start-up parce que c'est des beaux projets effectivement. Et comment ça s'est passé? Comment t'es arrivé là-bas d'abord? Et puis d'un peu travailler avec les gens là-bas, comment ça se passait? Et Mhm. puis ta petite vie là-bas, quoi. C'est aussi gai, ta petite vie d'expat. Mais en fait, c'est assez amusant comment dire, comment le lien a été créé avec cette entreprise. C'était un de mes meilleurs copains qui me demandait, tiens, raconte un peu ton mémoire. Et moi, je l'explique avec beaucoup de passion. Bon, en gros, c'était un processus de bioconversion. Là, c'était pas avec des insectes, mais c'était avec des bactéries. Mais le principe l'idée était la même que dans la boîte, ProSense. Et donc, mon ami en Belgique, qui s'appelle François, il me dit, ah mais mec, ça me fait trop penser à un projet d'un Belge un peu fou en Argentine qui a commencé à élever des mouches, bazar, dans la même optique de revaloriser des résidus. Et je dis, oh, ça sonne quand même, ça sonne vraiment extra. J'avais déjà quand même assez bien la fibre de l'étranger. J'avais déjà un peu voyagé en Amérique latine et donc je savais que c'était des gens extra, notamment en Argentine. Je me suis dit, bon, j'ai contacté les boss. Donc c'est un Belge et un Français qui ont lancé la startup. Maintenant, ça doit faire 6 ans. Et j'ai eu de la chance parce qu'ils allaient ouvrir un peu plus la branche recherche et développement. Et donc ça pouvait les intéresser d'avoir un ingénieur agronome. Et puis je pense que ça les faisait un peu marrer aussi d'avoir un Belge avec eux en plus, parce qu'il y a vraiment pas d'expat là-bas. Et c'est comme ça que j'ai atterri là-bas quelques mois plus tard. Dès que les frontières se sont ouvertes après le Covid, j'ai foncé. Et alors, la vie avec les Argentins, comment c'était Ah, mais les Argentins, ils sont adorables, quoi. C'est des gens, tu les connais à peine et ils vont t'accueillir dans leur bande d'amis, dans leur famille, comme si t'étais là depuis toujours, quoi. Hmm. Moi, petite anecdote, mais je pense qu'il y aura beaucoup d'anecdotes. Mes On est là meilleurs pour ça. copains que je me suis fait Ça tombe là-bas, bien. euh, c'était véritablement une collègue avec qui je m'étais entendu super bien. Et alors un soir, elle m'appelle, elle me dit, ah, si tu veux, Antoine, j'ai des copains de ton âge et tout, des gars, je leur ai parlé de toi, ils ont envie de te rencontrer, t'es invité à un barbecue chez eux ce soir. Yes! Et ces gars sont d'un Asado! coup devenus des super bons copains. Ouais, exactement, à ça. C'est vraiment un assado. Et normalement, je mange pas de viande, mais là, j'avais fait l'exception et ça valait la peine. Enfin, bref. Et comme ça, j'ai atterri dans une bande de gars alors qu'ils sont copains depuis qu'ils sont tout petits, on parle d'une petite ville et tout, ils ont vraiment passé leur vie ensemble à jouer dans la rue et à faire du pâté ensemble. Ils m'ont intégré comme ça dedans.
Et puis même avec voilà les collègues, l'équipe de hockey, tout ça, c'est toujours la même histoire. Ces gens sont si gentils. Et en plus, faut quand même pas oublier qu'en Argentine, ils ont pas rien, hein, mais on va dire qu'ils ont de moins en moins parce que la crise économique, elle se fait sentir de plus en plus chaque année. Mais c'est vraiment à vue d'œil. Moi, en 2 ans, j'ai pu voir mon pouvoir d'achat, celui de mes copains, de mes collègues, se rétrécir, quoi. C'est dû à quoi? C'est quoi qui les impacte? C'est quelle industrie qui périclite là? Ben, c'est toute l'économie du pays. En fait, le problème, c'est que le peso argentin ne vaut plus rien aux yeux des gens. Donc, si aujourd'hui, 1 dollar vaut, alors je pense qu'aujourd'hui, ça vaut quelque chose comme 1400, 1500 pesos, et ben, tout le monde préférera avoir 1 dollar que 1500 pesos. C'est comme ça qu'en fait, la valeur du pesos ne fait que baisser parce que personne n'en veut, personne n'y fait confiance. Et puis aussi, il y a toutes des politiques publiques qui sont pas mises en place de la meilleure des façons, etc. Mais je pense que c'est pas mal un cercle vicieux en fait. Et bon là, il y a un nouveau président. Il a un peu fait le buzz, malheureusement plutôt le bad buzz. Il s'appelle Javier Milei. C'est un populiste extrême droite, ultra-libéraliste. Les Argentins l'ont élu un peu en désespoir de cause, se disant ça fait 40 ans que notre pays périclite. Aujourd'hui, on est à un taux de pauvreté de 60%. C'est énorme. Alors que ce pays était, alors je sais plus très bien il y a combien de temps, mais je crois que c'était plus ou moins entre les deux guerres, un truc comme ça. Euh, je pense que c'était la cinquième richesse mondiale, un truc comme ça. Ah oui, 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 ça je me rendais pas compte. Ouais. Alors bon, c'est à fact-checker, Hmm. mais on n'en est pas loin. Et malgré ces gros soucis économiques et tout, et ben les Argentins, ils sont si généreux, si accueillants, et ils sont, et du coup ça, une vie là-bas, ça, c'est une vie beaucoup plus simple, centrée sur, je dirais, les vraies choses. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé en fait. Je sais pas, j'ai tendance à dire que là où en Belgique, en France, dans les familles, les endroits plus favorisés, pour entre guillemets que une bande de copains s'amuse, ils vont nécessairement devoir faire quelque chose d'un peu extraordinaire. Je sais pas moi, grand tour à vélo, des vacances, une grosse fête. Voilà, en Argentine, c'est souvent se retrouver dans un parc et boire du maté. Et, et on partage l'addition pour les cookies qui ont été achetés, quoi, parce que c'est comme ça. Mais donc c'est vraiment un retour à une vie plus simple, un retour forcé malheureusement pour eux, mais qui en tout cas moi, j'étais en même temps dans une position confortable. Je veux dire, le jour où j'en avais marre d'être pauvre, j'aurais pu rentrer chez moi. Mais moi, dans cette situation confortable, j'ai vraiment adoré pouvoir vivre cette vie plus simple et vraiment plus centrée sur l'humain. Ouais. Ouais, ouais, C'était plus ou moins ouais. ta question, non? Ouais, oui, c'était franchement ma question, donc c'est bien. Le maté, tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas? Ah oui, c'est vrai. Beaucoup de gens connaissent, hein, mais... Donc le maté, c'est pas du thé, mais c'est une sorte de plante aussi qui pousse un peu comme le thé, qui remplit intégralement la tasse. Et c'est une sorte de tasse souvent c'est fait en calebasse, creusée, séchée. Des fois c'est plutôt enfin, des fois dans des autres maté aussi, ça s'appelle maté également le contenant. Et ça se prend avec une paille. Et c'est quelque chose de super fort, super amer, très excitant. Et en fait, les Argentins, en plus d'être un petit peu drogués à ça, faut le dire, c'est un moyen pour eux de partager et de passer du bon temps. Et donc, c'est génial quand il y a quelqu'un qui, comment dire en français, qui sert un maté, qui se fait un maté, et ben, systématiquement, il va faire passer à tout le monde. Mais même, c'est même le prof du NIF avec ses étudiants, c'est comme ça partout. Et ouais, c'est génial. Enfin, ça reflète vraiment comment est l'Argentin. Il n'y a pas de souci. On est tous égaux et on partage tout et on a toujours envie de partager des bons moments et des discussions, quoi. Bah dis donc, ça donne envie, hein? Et les gens habituellement n'aiment pas trop le maté, parce que c'est quelque chose de très, 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 très amer. Oui, Et j'ai pas un souvenir je pense, je extraordinaire fume pas. de mon premier maté. Ouais, ouais, mais c'est ça. Mais moi, je fume pas, mais je pense que c'est un peu comme la cigarette, il faut se forcer, quoi, au début. Je m'en suis arrêtée à deux. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris au début quand t'habitais là-bas? Ça, je m'attendais pas à la question. Hmm, ben, bien que j'avais des attentes par rapport aux Argentins, sachant que c'était des personnes extra, malgré tout, ça m'a surpris. Hmm, Malgré tout, ça m'a surpris qu'ils soient si, voilà, comme je disais, chaleureux, accueillants, gentils, mhm. C'est ça qui t'a le faciles, plus quoi. Il n'y a pas de marqué, ouais. chichi avec des Argentins, on se prend jamais la tête. Et sinon, ce qui m'a le plus surpris quand même un petit peu négativement, c'est la situation du pays. Hmm, Je l'avais sous-estimé, mhm. D'accord. clairement.
Et sinon, toi, tu ne dénotais pas trop dans le paysage, puisque tu dis il y a beaucoup de conquistadors là-bas. Mais en fait, d'ailleurs, autre anecdote un peu amusante, si tu veux, c'est marrant parce que les Argentins, ils sont assez patriotes, bon, finalement comme beaucoup de gens dans le monde, hein, et ils ont tendance à oublier qu'ils ne sont pas eux-mêmes natifs en fait. Et Hmm. donc, moi, des fois, ils m'ont un peu fait la blague en disant, ah ouais, les Belges, vous, vous avez fait le bordel dans le monde, le Congo, le Rwanda, bazar. Et je dis, attends, 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 moi, ma famille n'a pas fait ça. Moi, ma famille, elle est restée au calme en Belgique. C'est vrai qu'ils ont fait ça. Mais je dis, si on veut parler de conquistadors et de colons pas très aimables, c'est plutôt vous, hein. Je dis, parlez-moi un peu dans vos langues natives, le Mapuche, le Comechingon et tout. Et alors, ils tombent tous de leur armoire. Ils disent, ah, mais c'est vrai on est nous-mêmes issus, enfin, on est plus issus de colons parce que en Argentine, à part à quelques endroits, c'est quasiment que des Européens. En fait, ils ont tous un nom de famille italien, espagnol, basque, parfois français, parfois allemand, parfois croate. Mais trouver un vrai, je sais plus comment on peut dire, j'ai toujours un peu du mal avec les peuples natifs, quoi, les, euh, les Premières Nations, faut remonter plus, en fait, faut remonter en Bolivie, au Pérou, en Équateur, etc. Et là, je vois bien la différence maintenant que je suis au Pérou, que j'ai beaucoup roulé en Bolivie aussi, et ça n'a rien à voir avec les Argentins qui sont vraiment des Européens. Hmm. Mais de nouveau, je me souviens plus très bien de la question, donc je sais pas si j'ai Intéressant. répondu. Oui, je parlais justement des colons et des petites vannes. Je voulais te en faire venir là, ouais. Sur le fait que tu ne dénotais pas N- physiquement par rapport Non, aux pas gens là-bas. tellement, à part que j'étais plus grand quand même, et même pas plus blanc ou quoi, comme je disais, vu qu'il y en a plein qui sont, enfin, ils sont tous descendants d'Européens, il y a des roux, il y a des blonds, il y en a plein qui ont la peau très blanche, et donc à part que j'étais grand, non, il y a pas de différence. Et oui, évidemment l'accent, mais ça c'est autre chose. Oui, ça c'est autre chose. Qu'est-ce que tu souhaites ramener de là-bas, au point de vue habitude, recette et mindset? Euh, Habitude, bah évidemment, je vais continuer à prendre du maté, ça c'est sûr. Euh, Recette, ben, je mange pas de viande, donc je vais pas ramener leurs assados, donc c'est-à-dire leur barbecue, qui sont délicieux, mais ça je vais pas ramener. Donc recette, franchement, je pense qu'il n'y en aurait pas beaucoup parce que c'est vraiment la recette du pays, hein, c'est le barbecue, en veux-tu, en voilà. Bon, les empanadas, c'est bon quand même. C'est pas mal, hein. Euh, et sinon, je pense que ce que je peux ramener, on va dire plus humainement, c'est vraiment comment ils sont. En fait, moi, je pense vraiment que ça va pas sonner très humble de dire ça, mais que les Argentins m'ont rendu une personne meilleure, quoi. Plus tranquille, plus ouverte, plus simple. C'est surtout ça, je pense, que je ramènerai finalement. Ah, c'est super. Pour continuer, tu sais bien que mes petites filles posent des questions. Donc, voilà. Bonjour Antoine, pourquoi est-ce que tu as choisi le vélo? Oui, c'est bien ça, non, c'est Amandine. Voilà, alors, regardez tout à l'heure, elle m'a dit encore quelqu'un à vélo. C'est vrai que j'adore les voyages à vélo. Non. Je dis bah, tu peux peut-être lui poser la question Bah, alors. je trouve c'est une très bonne question. Alors, j'avais voyagé à sac à dos dans le coin il y a 5 ou 6 ans déjà. C'était au milieu de mes études, j'avais fait une pause. Et en voyageant en sac à dos, même si j'avais assez la liberté de faire du stop, etc., je traversais quand même souvent des paysages incroyables. Alors, c'est parce que c'est partout ici, hein, littéralement dans la cordillère des Andes. Et ça m'embêtait parce que je me disais, je n'ai pas le temps d'assez bien les voir, d'assez bien m'imprégner de ces paysages, de passer véritablement dans les petits villages qui sont au milieu de ces paysages. Et donc, même s'il y avait de temps en temps des chouettes treks et des trucs comme ça, je me disais, moi, je veux encore plus en profiter. Et c'est comme ça que, en passant là, déjà, il y a 6 ans, je m'étais dit, bon, le vélo ici, ça doit être vraiment cool. Et pas seulement là, en fait. Après, je me suis rendu compte que partout dans le monde, hein, dès que c'est un peu beau, le vélo, c'est vraiment génial. Et c'est comme ça que je m'étais dit, ben voilà, maintenant que je suis en Argentine, le jour où je partirai à vélo et je parcourrai cette cordillère des Andes, ce qui donc permet de profiter à mort de ces paysages, bivouaquer au milieu de nulle part, etc. Et, ce qui m'attirait aussi un petit peu, c'était on va dire le côté avec des grands mots spirituels, un petit peu d'introspection, quoi. D'être seul au milieu de nulle part, parfois pendant des jours. Bon, alors on écoute de temps en temps des podcasts, mais sinon il y a quand même le temps de crâner un petit peu, de réfléchir à la vie, tout ça. Et ce qui m'attirait aussi, c'est pouvoir rencontrer des locaux qui ne sont pas tout le temps avec des touristes autour d'eux dans les villes les plus touristiques, les activités touristiques, etc. Ça faisait aussi partie des motivations. Et puis,
un tout petit peu peut-être le challenge d'aventure, le challenge physique, mais vraiment c'est très accessoire ça par rapport au reste. Oui, j'ai lu un petit peu là ton aventure sur Polar Step et c'est vrai que c'est pas, tu te mets pas la pression de ce côté-là, hein, quand le paysage est, pour être très poli, casse-pied parce que c'est plat, plat, plat sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, bah, tu lèves le pouce. Exactement. Ouais, ça c'est, j'ai pas de souci avec ça. J'ai pas c'était pas un objectif de rallier le nord de l'Amérique latine ou quoi, que en étant sur la selle. Non, pas du tout. Hmm. Et donc, ça se fait, on est pris en stop même avec un vélo. Ouais, et franchement, alors en Argentine c'est pas compliqué parce que vu que c'est quasiment dans les campagnes, quasi, qui travaillent quasiment tous dans les campagnes comme éleveurs, agriculteurs. C'est vraiment ça, l'Argentine, hein, c'est la production primaire, donc de végétaux et d'animaux. Ils ont quasiment tous des camionnettes. Pardon, des camionnettes. Ils disent camionnettes, en Plateau. français, c'est des pick-up. Mhm. Des pick-up, en fait. Et donc, je me faisais tout le temps prendre par des pick-up. Et, non, et puis ici, en fait, au Pérou et en Bolivie, si je faisais du stop, mais ça arrivait beaucoup moins. Mais quand c'est arrivé, en fait, j'étais plutôt pris dans ce qu'ils appellent les colectivos, c'est des minibus. Mais en fait, du coup, c'est pas pris en stop, c'est pris par un minibus qui s'arrête n'importe où au milieu de la campagne. Et alors, c'est le vélo sur le toit, au-dessus des valises, attaché avec deux sangles. Ça fait un peu peur, mais puis après, on prend confiance. Mais donc, ça marche bien. Le stop à vélo, en tout cas en Amérique latine, ça marche très bien. Ah, bah là-haut, on voyait même les petites mobylettes là sur le toit, hein, où on a vu des Voilà, lits, exactement. des armoires qui étaient sur le toit. Enfin, Mhm. c'est bien éclaté avec. Donc, si c'est Donc, qu'un vélo, ça tout va. est possible. Ouais, un vélo, petit joueur, hein. Ouais. Et donc, ouais, tu t'es arrêté pour faire aussi un peu d'escalade, un peu de kitesurf. Enfin, tu t'es bien amusé là sur la route, ça. Bah, c'était évidemment le but, hein. Comme je disais, le but, c'était pas d'être sur ma selle tous les jours. Je dirais que le but était d'être sur la selle tous les jours quand c'était pour traverser des paysages magnifiques, mais où il n'y a pas vraiment d'activité. En fait, il y a vraiment des régions ici où c'est de la cordillère des Andes magnifique, des volcans, des lagunes, des salars, mais où il n'y a pas d'activité à proprement dit, à part traverser. Et donc, c'est là que c'est génial. Hop, le vélo, c'est l'activité. Et puis, je ralliais un peu les destinations phares qui me tentaient beaucoup, notamment celle où je suis ici, Huaraz, pour faire effectivement plus que tout de la montagne, alors que ce soit trek, haute montagne, donc plutôt alpinisme, escalade sur rocher, enfin j'adore tout. Donc ça a pris pas mal de temps. Je pense que sur le total de mon voyage, j'ai quasiment autant de jours en montagne que sur la selle. Et je suis à un moment passé sur la côte. D'ailleurs, j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais relié les deux océans à vélo. Enfin à vélo, en trichant un peu avec du stop et tout. Et là, j'avais fait un peu de kitesurf, ouais. C'était marrant d'avoir de nouveau un peu d'oxygène et tout. Mais mon truc, c'est plutôt la montagne. Ouais, 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 ouais. Super. Non, c'est une très, 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 très belle photo d'ailleurs. On va mettre les liens vers ton profil social pour que tout le monde puisse profiter des paysages, hein. C'est bien régalé avec les filles en Oui. préparant l'émission. Ton itinéraire, du coup, bah, tu peux nous le dire un petit peu ce que c'est, cette remontée que tu as tracée? Alors, j'ai quitté de là où je vivais. Ça s'appelle Valcarce. Donc, c'est une petite ville à 5 heures au sud de la capitale de l'Argentine, Buenos Aires. Et là, j'ai pris genre diagonale, ouais, plus horizontale diagonale comme ça, vers la cordillère des Andes. Parce que, ben, évidemment, c'est ça qui m'intéresse. Le reste de l'Argentine, si c'est pas la cordillère des Andes, c'est plat, plat, plat. Mais c'est plus plat que les Pays-Bas, hein. C'est hallucinant. Il y a des journées où j'ai fait 100 kilomètres et je crois que j'ai dû avoir 10 mètres de dénivelé positif. Et c'est comme ça que l'agriculture et tout, surtout avec un sol fertile, ça marche super bien là-bas. Euh, et donc j'ai rejoint assez directement la Cordillère des Andes. J'ai quand même fait un petit crochet en passant pour passer à un festival de rock qui est pour moi le rock argentin, c'est une musique extraordinaire. Ouais, j'allais dire, tu étais venu, tu t'es converti au rock argentin Ouais, alors. vraiment. Ah, mais, tu m'avais demandé ce que j'allais ramener en fait de l'Argentine sans Ouais. hésiter. C'est le rock, ça, c'est ce qui occupera le plus de mon temps, j'ai envie de dire, dans ce que j'ai ramené parce que j'en aurai souvent dans les oreilles encore pendant longtemps. Tu as fait une playlist, je vais la mettre en lien dans les liens de l'épisode, ta Ouais, petite playlist là pour ceux qui ont on envie de verra. découvrir le rock argentin, pourquoi pas, partageons. Mais je recommande vivement. Non, et donc une fois arrivé à la Cordillère des Andes, vers Mendoza, c'était la remontée, la Cordillère des Andes, en la quittant jamais, à part une fois où je suis descendu à la côte, là, faire du kitesurf. Sinon, c'est tout le temps la Cordillère des Andes, à Quito, en Équateur, du coup. D'accord. Et ça va l'altitude? Bah là, ouais, franchement, quand on est là-haut depuis longtemps, on est super acclimaté. Pour vraiment noter une différence, il faudrait que je fasse un sprint à 4000 mètres d'altitude. Sinon, en fait, en étant super acclimaté, on sent plus la différence.
Seulement, on sent quand même que c'est un peu plus difficile de récupérer de l'énergie. Attends, je t'arrête parce que c'est la question de Valentine en fait. Ah, Attends, voilà. Bonjour Antoine, qu'est-ce que ça fait les effets de l'altitude? c'est vraiment des bonnes questions. Merci Valentine pour la question. Alors, je les ai sentis au début parce que inévitablement j'ai dû monter vu que j'ai démarré tout en bas. J'ai démarré à 0 mètre d'altitude et je suis monté un peu en un coup. Et je l'ai senti, ouais, avec une grosse fatigue quand même quand la journée où je suis monté de 3000 à 3700 mètres à vélo, grosse fatigue, en plus de jus, même un petit peu barbouillé. Alors ça, donc, c'est finalement des effets assez soft, mais les effets plus sérieux, ça, on en voit tout le temps ici, parce qu'il y a toujours des touristes, ils se disent, ah ben non, ben, j'ai pas envie de perdre mon temps à faire les paliers pour monter en altitude, et ils débarquent directement, là où c'est très haut, ou voire même ils débarquent directement, ils s'inscrivent à une ascension d'un 6000 un peu touristique, et là, les effets, c'est impossible de dormir, alors que tu te sens super faible, super fatigué, gros, gros, gros mal de tête, donc c'est désagréable. Tu as mal de tête, t'es fatigué, mais tu sais pas dormir. Et en plus, un peu de troubles Génial. digestifs. Et puis si tu n'écoutes pas ton corps et que tu continues à monter, alors là, ça peut arriver sur des problèmes un peu plus gênants, voire dangereux. C'est vraiment des vertiges, des évanouissements, et puis des trucs encore plus graves, c'est des œdèmes et des trucs comme ça. Mais bon, ça faut vraiment pas du tout écouter son corps et vraiment pas être malin pour en arriver là, quoi. Toi, tu t'en es tenu à un peu de fatigue, mais tu avais été par palier, donc ça a été gérable. Mais ouais, en fait, j'ai pas pu monter si vite que ça, vu que j'étais avec mon vélo. Donc, avec le vélo, monter de 0 à 5000 mètres d'altitude en un jour, c'est juste impossible. Il y a même pas une route qui fait ça en moins à mon avis, 400 kilomètres, quoi. Donc, moi, inévitablement, je suis passé par ces paliers d'acclimatation. Mais maintenant, une fois en haut, franchement, on sent plus, là. L'autre jour, avec un copain que je me suis fait ici, on a fait un sommet à 5750. Et en fait, c'était plus l'altitude, la difficulté. Et donc, c'est extra, quoi. Tu peux juste te concentrer sur, on appelle ça une course en alpinisme, donc ton ascension, et regarder le paysage, profiter. Et franchement, les difficultés majeures, c'est pour moi l'acclimatation, si t'es pas acclimaté. Enfin, je veux dire, les symptômes liés au manque d'acclimatation en altitude. Et sinon, le froid, mais de nouveau, avec la bonne préparation, le bon matos, le froid, ça va. Et alors, c'est que du plaisir. Ah, clair, clair. La cordillère, qu'est-ce qui t'a marqué? C'est comme tu t'y attendais ou il y a des choses qui t'ont étonné? La cordillère des Andes. C'est, ben, grosso modo, enfin non, c'est pas comme je m'y attendais. C'est évidemment encore plus beau, ça c'est sûr, encore plus beau. Mais globalement, je peux dire que je m'attendais à ça, c'est-à-dire ouais, tout le temps être en altitude, des paysages tout de fou. Dans certains endroits, c'est des volcans enneigés, des salars. Que tu as vu dans de très belles façons d'ailleurs, puisqu'ils étaient. J'ai vu qu'il était vraiment Ouais, miroir là, hein, il y a encore de l'eau dessus, c'est ouais. Ben en magnifique. fait, Hein. celui-là, c'est le fameux salar de Uyuni, il me semble, c'est le plus grand du monde. J'avais trop envie de le traverser à vélo. Mais malheureusement, en fait, cette année, à cause du phénomène El Niño, c'est le phénomène climatique qui, on va dire, modifie véritablement la météo normale ici en Amérique latine quand le phénomène El Niño arrive, c'est-à-dire environ tous les 6 8 ans. Et donc voilà, il avait beaucoup plus plu dans la saison des pluies que prévu. Elle s'était aussi étendue, et c'est comme ça que le Salar, quand j'y étais, alors qu'il aurait dû être sec, ne l'était pas. Et donc j'ai pas pu le traverser parce que c'est pas comme s'il y avait une pellicule comme ça. Il y a des endroits où c'était vraiment l'eau, si on marche dedans, qui arrive quasiment aux genoux. Mais voilà, voilà, je veux dire, c'est pas grave, je l'ai Mais pas pu c'est le beau quand même. Hein. traverser, il y a pas mort d'homme. Et c'était vachement beau. Alors du coup, je l'ai fait en Jeep avec les autres touristes et tout. Ça m'amuse un petit peu moins, genre j'aurais préféré être tout seul avec mon vélo. Mais c'est vrai que l'effet miroir entre du ciel sur le Salar, ben, c'est quelque chose d'irréel. En fait, quand on le regarde, on comprend pas, c'est un autre monde, quoi. Il y a plus d'horizon. C'est ça. Et ça, c'est vraiment dingue. Mais sinon, la question, c'était ce qui m'a surpris. Je pensais pas que c'était des montées si raides tout le temps. Tout le temps, des redescentes dans les vallées. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus le vrai altiplano, c'est-à-dire c'est plat et haut. Et ça, franchement, c'était une minorité, quoi. Le reste du temps, c'est des montées à 5000 à vélo, redescente à 2500, remontée. C'est vraiment hallucinant. Et ça, c'est quelque chose de marquant quand on traverse ces paysages-là à vélo. On se dit, mais purée, tous ces locaux, donc les Péruviens et les Boliviens, là, ils sont à 8 heures de minibus sur une piste défoncée d'une mini-ville. On parle même pas d'une grosse ville, d'une mini-ville où il y a un peu plus de trucs que chez eux.
Et ces gens vivent là, il fait quand même froid aussi, c'est des conditions climatiques, alors que moi j'étais en été parfois difficile, j'ai quand même eu de la neige et tout, et ils vivent là toute l'année là-haut, à élever leurs lamas, leurs alpagas, encore des vies, j'ai envie de dire quasiment ancestrales en fait. Et de nouveau, ces gens super gentils, il y en a pas mal de villages où je suis passé, ils parlaient pas l'espagnol, alors que c'est la langue nationale, c'est la seule langue dans ces pays. Ils parlaient encore le quechua, voire même les dialectes encore antérieurs à Ah, l'expansion des Incas qui ont diffusé le quechua. Ça, c'était assez surprenant aussi, ouais. ouais, 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 ouais. Alors, tu en étais où aux animaux, alpaca, lama. Alors, quand lama fâché, t'as pu faire l'expérience, oui, ils sont vraiment de mauvais poils, c'est lama. Non, mais je vais jamais tellement les chercher, les embêter, je sais pas, je passe à côté. Mais j'ai déjà vu, ça c'était vachement amusant, deux énormes lamas, je pense que c'est les plus grands que j'avais vus, mais un grand lama c'est très 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 grand, c'est aussi haut qu'un grand cheval, quoi. Deux énormes lamas qui se battaient, et en fait en se battant, donc ils cabraient comme ça, ils se donnaient des coups avec leurs pattes avant, et ils se crachaient tout le temps à la Ah, voilà. figure en se battant. Et Donc, donc ça j'ai crache, pas c'est expérimenté officiel. sur moi, j'ai pas vu non plus un lama cracher sur un humain, mais un lama qui crache, il le fait et il a une bonne réserve de crachat, on va dire. Parce que durant toute la bagarre, les lamas ont pas arrêté de cracher. Ok, quels autres animaux tu as pu admirer au passage? Je l'ai toujours pas vu, celui que je veux voir depuis des années, le puma. Le puma, en fait, il y en a partout en Amérique latine. Il y en a jamais une grosse densité à un endroit spécial, évidemment, non, mais ils sont partout. Ils sont là où j'étais à Balcar, c'est dans les plaines, toutes plates avec quelques petites sierras, donc ces sortes de petits monts. Il y en a là, il y en a dans le sud de la Patagonie, il y en a dans les hautes montagnes ici, et j'arrive pas à le voir encore. Alors que franchement, des fois, je prends des treks ou des itinéraires à vélo où il y a jamais de trafic. Je suis sûr que j'en ai déjà vu dans mon champ de vision, mais sans les spotter. Mais sinon, d'autres animaux, non, il n'y en a pas tellement en fait des animaux natifs hein, en Amérique latine. Il y a vraiment donc ces camélidés, les lamas, alpagas, vigognes. Ah, j'avais vu une fois les cerfs de Patagonie qui s'appellent les Wemouls. Ça, c'était très impressionnant. Ils sont très, très, très difficiles à voir. Et nous, avec un copain, on avait fait un trek, on en avait vu à un Wemoul en plus pas du tout farouche, qui n'existe pas. Normalement, c'est un cerf ultra farouche. On l'avait approché, je crois, à 5 mètres. Ça, c'était assez fou. Et sinon, ici, ils ont des lapins qui s'appellent les Vizcacha. C'est des sortes de... Ah, mais en fait, c'est les chinchillas. En fait, les chinchillas que des gens, des fois, ont comme animal de compagnie en Belgique ou en France, enfin n'importe. Et en fait, c'est des Vizcachas, c'est les lapins ici des hautes montagnes, mais ils vivent. Ok. C'est franchement, quand j'en vois, c'est que je vois plus rien d'autre. C'est quand je passe un col ouais, à 4900 mètres à vélo ou je fais un sommet, en un coup, hop, il y a des petites Vizcachas qui apparaissent et qui sautent. Et tu dis, mais de quoi ils vivent ces animaux? Il y a rien ici. Il y a même pas un brin d'herbe. Ça, c'est des chouettes animaux que j'ai vus. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup plus, non. Dans les condors, dans les rapaces, oui. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, pardon, les condors, ça, il y en a plein. C'est une belle envergure. Ouais, ah ouais, ouais. Et une fois, petite anecdote, j'ai même cru. Alors je crois que c'est parce que j'avais vu une vidéo sur Facebook, je crois, d'un gros aigle qui chassait en fait un chamois. Et en fait, il le pousse vers la pente, il l'attrape, il le jette plus bas comme ça. Et j'ai cru un moment qu'un que enfin un condor des deux que je voyais j'étais en train de regarder me faisait ça. Je suis en fait dans ce qu'on appelle dans le langage de montagne un cirque ou un amphithéâtre. Donc c'est ouais toute une montagne assez encaissée, qu'il y a toute une paroi circulaire comme ça. Et je le remontais et je vois deux énormes condors, vraiment les condors qu'on s'imagine, qui ont, je pense, 3 mètres d'envergure d'ailes qui montent, ils prennent un ascendant, et moi je suis trop fan, je regarde, et je suis focus sur l'un d'eux, et oui, il y a le deuxième, que je faisais plus gaffe, il passe juste au-dessus de moi, mais vraiment genre à 5 mètres au-dessus, Ok. et avec le bruit du vent et tout, quand je me suis rendu compte qu'il était là, j'ai eu un moment de panique, j'étais là, ah, il veut m'attraper comme un chamois et me lancer en bas et pour me manger, quoi. Évidemment, je pense que, je sais pas si ça a déjà arrivé à des humains, ça doit pas être très courant, mais en tous les cas, j'ai eu une demi-seconde de belle frousse parce que s'il m'attrapait, franchement, il m'envoyait tout en bas parce que c'était un cirque vraiment très, 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 très raide avec vraiment un tout petit sentier creusé dans une paroi verticale comme ça. Ah, Mais des condors, d'accord. j'en ai vu beaucoup. Il t'a même mieux vu que toi, mais ouais, non, ça devait être bien stressant cette affaire. Ouais. Alors, tu as eu beaucoup de rencontres près de Sucre. Tu as eu des rencontres très authentiques aussi. Tu as comme ça des souvenirs avec des gens avec qui vous parliez pas le même langage, ou tu as des choses qui t'ont marqué. Bah, souvent, il y a quand même toujours moyen d'avoir une conversation, de discuter, même s'ils parlent.
pas bien l'espagnol, on peut quand même se faire comprendre. Euh, j'ai étonnamment pas eu de rencontres très très marquantes au milieu de nulle part. Je veux dire, on pourrait s'attendre à ce que quand on passe à vélo dans des villages super reculés en haute cordillère des Andes, il y ait chaque fois des villageois qui nous invitent, etc. Non, alors ils sont toujours super gentils, évidemment. Des fois, ils sont curieux, ils posent des questions, tout ça. Mais des rencontres plus prolongées que ça, on va dire, j'ai pas eu. Euh, mais par contre, ça m'est arrivé quand même quelques fois de rencontrer donc des Péruviens, Boliviens, ou Argentins ou Chiliens, enfin les quatre pays où je suis passé à vélo. Euh, alors c'est plutôt dans ce cas-là via genre des plateformes de rencontres. Notamment, il y a un truc qui s'appelle Warm Shower. C'est Ouais. un réseau social, on va dire, où des gens qui sont sans doute eux-mêmes des cyclistes ou parfois même pas, euh, ouvrent leur maison pour des voyageurs à vélo pour passer du temps avec eux. Et là, ouais, j'en ai eu des très belles, quoi. Des gens, on passe une demi-journée juste à papoter, littéralement. Euh, c'est sûr. Mais c'était rarement des rencontres vraiment sur la longueur et avec beaucoup d'échanges. Ça s'est rarement fait quand c'était des rencontres au milieu de nulle part, imprévues, on va dire. Étonnamment. Ouais, ouais, ouais. Et sinon, tu as eu des arrêts sur la route? Voilà, peut-être un peu décevant la réponse. Non, mais non, bah justement, c'est intéressant. On dit, voilà, c'est pas automatique. C'est très bien aussi, en fait. Ouais. Et c'est vrai que dans Bike for Ocean, deux jeunes qui avaient fait du Vietnam à Singapour à vélo, en Mm. ayant donné du sens à ça, en soutenant la fondation Sulubai, qui restaure des récifs coralliens, entre autres, aux Philippines. Et donc, eux avaient aussi utilisé pas mal Warm Shower et m'avaient dit, c'est génial, quoi. Donc, Mm. et c'est vrai que c'est des gens qui C'est sont ouf, très ouverts, forcément, puisqu'ils ouvrent leur maison à des inconnus, évidemment. en sachant bien, en plus, orienté cycliste. Je dirais même qu'il y a le Pokémon évolution de Warm Shower ici en Amérique latine. C'est ce qu'ils appellent les Casa de Ciclistas. Donc, c'est une Mhm. maison de cyclistes. Et ça, c'est des gens qui ouvrent systématiquement, parce que Warm Shower, il faut faire une demande et c'est si la personne est dispo, a envie, etc. Et là, Casa de Ciclistas, c'est des gens qui ouvrent systématiquement leur maison, qui est habituellement suffisamment grande pour héberger plusieurs cyclistes. Parfois, ils ont plusieurs chambres. Et c'est comme un hostel, mais où les propriétaires t'invitent parce que tu es cycliste et voyageur. Et évidemment, le but, c'est après d'échanger à mort ensemble, cuisiner ensemble, tout ça. Et là aussi, il y en a pas beaucoup, hein, évidemment, des Casa de Ciclistas, mais dans les Casa de Ciclistas, j'ai pu faire des super chouettes rencontres, c'est sûr. Et franchement, c'est hallucinant de se dire, mais des gens qui ouvrent leur maison comme ça pour avoir tout le temps des voyageurs à vélo dedans et partager avec eux, enfin, c'est des saints. Il n'y a pas d'autre mot. Les warm showers et les casas de cyclistes, c'est quel prix, hein? Ben, Warm Shower, c'est 100% gratuit. Warm Shower, c'est comme Couchsurfing, c'est vraiment une invitation, on va dire mutuelle, pour passer du temps ensemble et, dans le cas du voyageur, dormir chez l'habitant. Casa des cyclistes, à maintenant, des fois, il faut un tout petit peu payer, mais c'est vraiment pour être défrayé, pour genre eau, électricité, les dommages qui finissent par arriver. Et aussi parce que, en fait, souvent, dans les Casa des cyclistas, ils finissent par se faire dénoncer par des hôtels voisins qui disent, ouais, bah, en fait, ça nous bouffe du tourisme, ça nous bouffe de la Concurrence clientèle. déloyale, Et donc, hein. ils doivent finir par payer Hmm. des impôts comme s'ils étaient un hôtel, alors qu'ils n'en sont Hmm. pas. Et bon, Hmm. du coup, pour pas vraiment faire des grosses pertes chaque année, ils font un tout petit peu payer pour, voilà, compenser ces frais 100% liés à leurs invités. Ouais. Mais donc, non, c'est gratuit. Ok, d'accord. C'est chouette ces petites adresses, hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je pas encore Ouais, testé, franchement, mais il faudra qu'on fasse une fois quand même. je recommande. Tu sais, si on existe en Europe de ce genre de concept, hein? Le scène des cyclistes, je sais pas. Warm Shower, il y a beaucoup plus en Europe qu'en Amérique latine. Il y a beaucoup plus. Mhm. Mais en fait, c'est pas compliqué. En Europe, on roule beaucoup, beaucoup à vélo. Ici, en Amérique latine, il y a très peu de gens qui roulent à vélo. Aussi, très peu de gens dans les locaux qui peuvent se permettre de voyager. Et donc, je pense que c'est quand même plus compliqué pour eux d'avoir accès à la connaissance que ça existe, ces plateformes de partage. Voilà, si personne ne fait du vélo et voyage chez eux, ils ont pas cette chance. Et donc, c'est comme ça que c'est beaucoup plus facile de trouver des warm showers en Europe. Je pense peut-être maintenant que les filles ont un peu grandi, aller faire un bon petit voyage à vélo. On va un petit peu tester tout ça. Ah, je recommande, ouais. Donc tu dis que dans cette aventure, toi, tu recherchais aussi à pouvoir réfléchir quelque part à... Ouais, c'est sûr. À la fois, je dirais, à la vie, au monde en général. Parce que moi, j'avoue que l'état du monde et la direction qu'il prend aujourd'hui, c'est que je trouve ça vachement préoccupant. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai décidé, quand je travaille, de nécessairement
dédier mon énergie à un projet lié au développement durable, à la protection de l'environnement, ça c'est sûr. Donc évidemment, voilà, il y a toujours des réflexions comme ça en voyageant, en roulant un vélo tout seul sur l'état du monde, et pas seulement l'écologie, hein, évidemment, on parle aussi des guerres, des réfugiés, enfin tout ça. Et sinon, sur moi-même, ma vie, ouais, évidemment, ça réfléchit, ça tourne sur quelle sera l'étape suivante dans ma vie. J'ai pas la réponse, mais ce que je sais, c'est que j'ai toujours les mêmes critères, c'est faire quelque chose où je me dis que c'est vraiment utile pour le monde, y être heureux, je veux dire, s'épanouir dans son boulot aussi, que ce soit pas une charge de l'activité quotidienne. L'idée, c'est de trouver un équilibre en phase avec mes envies et mes valeurs et mes motivations, quoi. J'ai pas encore trouvé la piste même. Ça viendra, ça viendra. C'est le moment que tu sais déjà quelles Ok. sont les valeurs que tu veux respecter dans ton chemin. C'est déjà énorme. Cool. Moi, j'avoue que je peux quand même, je vais être franc, un peu pessimiste par rapport à l'avenir du monde. Mais si j'essaye de me bouger pour faire des choses que j'estime utiles pour le monde, c'est parce que, in fine, j'ai quand même de l'espoir et un petit peu foi en l'humanité de se réveiller, de commencer à agir de la bonne façon. Et d'ailleurs, je pense que un pessimisme pur ne mènera à rien. Enfin, je veux dire, si on est 100% pessimiste, on baisse juste les bras et on accepte une fatalité et on la vit mal en plus. Alors que, je sais pas si on peut dire qu'alors que je suis optimiste, on tente quand même de faire des chouettes choses et de profiter et d'un peu faire bouger les consciences, les valeurs et même les modes de fonctionnement, tout ça. Continue comme ça, surtout. Ah oui, il y a une photo sur ton profil qui m'avait super intéressée parce que c'est un de mes beaux souvenirs du Sri Lanka. C'est une ombre triangulaire portée par la montagne. Quand tu as un certain point de vue sur une mer de Ah, nuages, il y a ce triangle parfait qui est très interpellant, hein. Donc c'est une question du c'est soleil qui se projette, c'est magique. Et donc je dis, ah, c'est comme au Sri Lanka, trop bien. Je crois que oui, ça doit pas être le seul endroit dans le monde où on le connaît. Visiblement, il y en a déjà deux, il y en a sans doute d'autres aussi, mais c'est juste magnifique, quoi. ouais, c'était hallucinant. En gros, on montait un volcan en face du plus haut sommet de la Bolivie. Le volcan qu'on montait, il s'appelle le Parinacota. Culmine à 6348 mètres. Bref, et quand le soleil s'est levé, il s'est levé 100% derrière le sommet de la Bolivie, enfin derrière le sommet de la Bolivie pour nous. Et donc c'est comme ça que ça a créé cet halo lumineux triangulaire complètement dingue. Et c'est vrai que la photo est hallucinante et moi-même c'était hallucinant et à pleurer de beau. Le seul truc Ouais. qu'on se disait c'est ah bah merde, maintenant que le soleil est levé, il y en a tout juste la seule ombre possible qui nous empêcherait de nous réchauffer euh, est générée par ce sommet de la Bolivie. Genre le soleil il pouvait se lever à 360 degrés, il y avait une frange de 2 degrés où il pouvait pas se lever, c'était celle-là. Et, et donc on a continué à avoir un peu froid. Si finalement c'était carrément amusant de se dire, enfin, on s'est vraiment fait avoir. Mais non, la beauté compensait entièrement. Mais par contre, on savait pas du tout que ça allait être comme ça. Enfin, vraiment, c'était une hallucination, quoi. Faudrait que, si les gens écoutent, se regardent la photo, que ce soleil se lève juste derrière ces sommets de la Bolivie, un peu isolés comme ça, vachement triangulaires. Ouais, ça donne une image de peinture. Oui, oui, oui. C'est là que tu dis, tu as de petites envies de spiritualité ou quoi, parce que c'est tellement magique, quoi. C'est tellement, Ouais. tu te sens tout petit, témoin de quelque chose de magnifique qui a pas besoin de toi, et je trouve que c'est magique. Mhm. Oui, on s'était levé à l'aube, mais moi qui suis pas trop du matin, c'était pas pour aller justement monter ce truc. Mais là, c'était avec des escaliers, mais bien raides et qui n'en finissaient pas forcément pour arriver au sommet. C'est un lieu de culte là-bas, hein, parce que justement, ce phénomène Ok. attire la spiritualité, hein, comme beaucoup, les montagnes, toutes les hauts sommets, et ce phénomène-là en Sûr. plus. Et c'est vrai qu'on nous avait pas expliqué ce qu'il y avait en haut, et puis quand on est arrivé, on dit, on attend. Et puis, waouh, c'était juste trop, c'était la surprise en Ouais, plus, c'était quoi. ça. Ouais, ouais. Puis alors, quand on redescendait, on n'en pouvait plus, quoi. C'est ça, de travailler des muscles, et puis en descendant, c'était les autres, et puis pendant ce temps-là, Elle- tu devais te mettre sur le côté dans ce petit escalier 3 pour laisser passer ceux qui amenaient de l'eau en haut, en tongs, quoi, tu vois, avec leur gros bac de je sais pas combien de bouteilles d'eau, là, tu te dis, d'accord, on manque un peu d'exercice. C'est vraiment, bah, c'est toujours Ouais. l'histoire des grands héros qui font les sommets, et puis c'est les Sherpas qui ont fait la même chose, mais avec beaucoup plus de matériel sur le dos. C'est eux les vrais héros, hein. Exactement. Et que chaque fois qu'il y a un Européen ou un Occidental qui monte un sommet, faut pas oublier qu'il y a genre deux Sherpas qui sont montés avant pour mettre une corde fixe, pour porter les bouteilles d'oxygène, tout ça. Exactement. Ouais,
ouais, tout à fait. Ouais, donc ça, c'était vraiment un tout. Bon, tu connais le phénomène dont on te l'avait expliqué ou tu sais s'il y en a. Je me demande combien il y en a Non, dans le monde, du coup, non, pas du maintenant, de tout. cette histoire, parce que ça m'a dit, oh ouais, c'est comme au Sri Lanka. Ouais, non, nous, c'était vraiment pas attendu. Alors, c'est pas un sommet que font couramment des touristes. Et de toute façon, en plus, avec les saisons, ça doit pas, ce phénomène doit pas se produire beaucoup de jours chaque année. Mais en tout cas, voilà, nous, on a eu la chance inouïe de tomber là quand il se produisait, enfin, avec pas un nuage. Et en plus, avec la surprise du phénomène. Enfin, on n'en avait aucune Ouais. idée. Les locaux nous avaient pas parlé de ça. Ah, toi non plus, ok. Ouais. C'est vraiment une pyramide comme ça qui arrive Ouais, c'est ça. hors d'Égypte en Et c'est encore mieux quand il n'y a projection. pas d'attente, quoi. Oui, oui, exactement. Et j'ai eu le même coup que toi et c'était juste trop, 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 trop génial. Parle-moi de Gustavo. Gustavo. Ah, là où j'ai travaillé dans la ferme de permaculture? Ah, ok. Parce que le voyage a été une fois. Et ils ont souvent les mêmes prénoms ici, donc j'étais là, attends, quel Gustavo? En fait, c'est vrai que c'est un truc que j'ai complètement oublié de dire, donc heureusement que tu mets le doigt dessus. Le but du voyage était également de pouvoir apprendre, vivre, apprendre, et je dirais aussi un petit peu me sentir utile, parce que bon, mine de rien, quand on voyage des mois sur un vélo juste à se faire plaisir, ou pas, quand c'est dur, on se sent un peu inutile, quoi. Et donc, je m'étais dit, ouais, il faudra que je m'arrête une ou deux fois dans des chouettes projets où donc je pourrais et apprendre et aider et aussi un peu m'amuser. Et c'est comme ça que j'avais trouvé un chouette projet de permaculture dans une petite ferme au milieu de l'Argentine où il y a un peu rien. Et en fait, la permaculture, c'est un système, on va dire, de production évidemment 100% durable, où l'idéal, c'est qu'il n'y ait vraiment pas de déchets, et ça inclut tout, en fait. Ça inclut pas seulement la production et le recyclage, ça inclut aussi le social, toutes des valeurs humaines, toutes des thématiques comme, je sais pas moi, le féminisme, etc. Ça rentre là-dedans aussi. Et c'était vachement sympa. Là, c'était plus un projet de permaculture, on va dire, axé sur la culture, la culture vraiment du sol. Et c'était chouette, quoi, pouvoir aider un gars comme ça qui a pris un virage, donc Gustavo, qui a pris un virage radical dans sa vie. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais moi ici à travailler derrière un bureau à Buenos Aires? Il faut que je fasse quelque chose d'utile, le monde va pas bien et tout. Et voilà, il s'est acheté un terrain au milieu de nulle part et il a commencé à vouloir y vivre en autonomie dans un premier temps. Et dans un second temps, l'idée, ça nous serait même de pouvoir produire pour vendre des produits aux alentours et aussi idéalement de pouvoir héberger quelques touristes. Donc, il y aurait un petit peu d'écotourisme en construisant. Là, on construit carrément les maisons en terre et tout, et qu'avec des matériaux durables, tout. Il y a rien, quasiment rien fonctionne avec de l'énergie qui n'est pas de l'énergie renouvelable. Et c'était chouette, comme je dis. Hmm. On y apprend, on y aide, on y est sensibilisé. J'avais beaucoup aimé. Et une chouette personnalité, alors ce Gustavo a un parcours de vie intéressant. Ouais, vraiment, c'est sûr. Euh, Enfin, ce genre de personne, c'est inspirant, quoi. Comme t'en as eu pas mal sur ton podcast, de faire des choix tellement, ils sont peut-être pas nécessairement risqués parce que les gens qui prennent ces décisions ne risquent pas de crever de faim dans les 2 ans, mais risqués quand même dans le sens où ils sortent complètement des rails, vachement du système général de la société, et ils se lancent dans quelque chose où ce sera dur, où ils sont pas sûrs de réussir. Mais il se lance quand même, quoi. Bah si, risqué, je pense, parce que c'est bien plus risqué pour moi que d'aller se faire tenter, je ne sais pas moi, un grand sommet, puis revenir pépouze chez soi dans sa petite vie d'avant, quoi. Hein. C'est vraiment un Ouais, changement de vie, ouais, c'est sûr. c'est autre chose, quoi. Ça engage tout le parcours d'après. Ouais. Et c'est vraiment des gens super inspirants pour moi parce que, ben, un peu comme j'expliquais avec ma sensibilité, mais ce que j'aime bien dans la vie et tout, ça m'amènerait à me jeter à l'eau comme ça et faire dans un projet assez radical, assez autonome et tout. Mais je l'ai pas encore fait, quoi. Et peut-être ça arrivera un jour. Mais donc j'admire d'autant plus ces personnes-là parce que, ayant un petit peu cette envie, cette fibre, je perçois vraiment la difficulté de se lancer. Claire. Quel est l'objet qui t'a vraiment été le plus indispensable dans toute ton aventure jusqu'à maintenant? Hmm. Franchement, je dirais qu'il n'y en a pas vraiment. Voilà, même si j'aurais été très 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 triste hein, si à un moment mon vélo s'était cassé ou avait été volé, mais je veux dire, j'aurais pu continuer une aventure plus ou moins similaire. Et pareil, si la tente se casse ou s'envole ou n'importe, on peut continuer. Euh, je dirais que c'est
un peu malheureux, mais finalement, ce qui est le plus indispensable, c'est quand même un téléphone, hein. Même si c'est pas le but de mon voyage d'être sur mon tel et je suis pas souvent dessus, il y a quand même de la préparation d'itinéraire, donner des nouvelles à la famille, des trucs comme ça. Le téléphone, c'est quand même ce qu'on utilise le plus. Et franchement, ça, quand on voyage comme ça, comme moi je fais, donc on va dire un petit peu en dehors des sentiers battus, on se dit, mais purée, ceux qui faisaient ça il y a 20 ans sans smartphone ni rien, c'est assez dingue parce qu'ils se jetaient beaucoup plus dans l'inconnu et aussi pour leur famille. Moi, en fait, là, sur un des sommets, comme un idiot, j'ai fait tomber mon téléphone, il m'a glissé des mains et ziou, il est parti tout en bas. Et ben, Ouh. franchement, c'était rapidement une préoccupation de remplacer le téléphone parce que il faut donner des nouvelles à la famille, tu as envie de prendre des photos, euh, préparer, comme je disais, ton voyage, etc. De temps en temps, écouter de la musique. Donc, Mhm. ouais, je sais pas si c'est une observation malheureuse, mais en tout cas, je dirais que c'est ça finalement le plus indispensable dans mon voyage. Non, il y a aussi des très très beaux côtés dans le téléphone, hein. Comme tu dis, Évidemment, hein, oui. l'appareil photo, personne ne te Ouais, juge c'est si tu as ça. envie d'un appareil photo. Évidemment. Évidemment, on avait l'appareil photo sur le côté, les cartes sur le côté, Ouais, maintenant elles sont dedans, donc ouais, non, c'est exactement. normal. Du moment qu'on résiste à aller voir sa popularité sur les réseaux sociaux à chaque arrêt, à ce Ouais, c'est moment-là, ça. ça va, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas le but de mon téléphone. L'échec qui t'aura le plus appris depuis que tu es là en Amérique du Sud, que ce soit quand tu travaillais ou maintenant. Mais franchement, en Amérique latine, depuis que je suis ici, donc ça fait maintenant 3 ans, en gros 2 ans en Argentine et puis maintenant 5 mois de voyage, ouais, plutôt 2 ans et demi. Non, il n'y a pas eu d'échecs, de grosses déceptions. J'ai vraiment tout adoré. J'ai pas un regret quasiment pour quoi que ce soit. Non, non, franchement rien. Alors il y a des trucs qui m'ont appris, comme je disais, voilà, à vivre aux côtés des Argentins pendant 2 ans. Donc non, il y en a pas. Le succès alors dont tu es le plus fier. Je vais peut-être pas trop répondre à la question non plus. Je sais pas si, en fait, moi, je sais pas si je suis souvent fier de trucs que je fais. Super heureux, oui, parce que on se dit, ah, c'est trop cool, j'ai pris ce pari et ça a marché. Non, je pourrais dire que, allez, si j'avais une petite fierté à retirer, mais de nouveau, je pense qu'on peut plutôt parler d'un contentement, je veux dire d'un bonheur, que d'une fierté. C'est quand même chaque fois d'écouter mon instinct, mon cœur, et de me lancer dans ces choses-là qui sont vraiment, dans ces projets-là qui sont vraiment en dehors des rails, quoi. Allez, quand tu te fais tes diplômés de bio-ingénieur, tous tes copains, ils sont aussi universitaires, ils commencent direct dans des chouettes boîtes, des bonnes positions, etc. Tu viens d'un milieu un peu favorisé et tu décides d'aller, entre guillemets, vivre comme un pauvre en Argentine, même si c'est dans un projet extraordinaire et que j'ai appris à mort, etc. et que je trouve, des chouettes responsabilités, ça reste un pari et je l'ai pris. Et donc là, je peux dire, bah, plus que fier, j'étais surtout content après coup d'avoir pris ce pari-là et un peu préparé après pour le voyage à vélo. Ouais, voilà, on peut dire que ce serait une petite fierté, mais moi je préfère parler de joie finalement, de contentement. Mais voilà, c'est redéfinir ce qu'est le succès et tu viens de le faire, donc c'est génial, c'est le but de la question. Donc, Ça marche. qu'est-ce qui t'a le plus aidé pour te lancer dans ton aventure? Je suppose que tu as quand même eu des petits moments juste avant de te lancer où tu t'es dit, ouf, quand même. Franchement, pour l'aventure de ce voyage à vélo en Amérique latine, non, parce que j'ai déjà quand même plusieurs fois, en l'occurrence deux fois voyagé longtemps, 5 ou 6 mois, sac au dos, dans des pays reculés. Donc la première fois, j'avais 19 ans, c'était en Asie du Sud-Est, Thaïlande, Laos et tout. Et la deuxième fois, c'était donc il y a 6 ans, j'en avais alors 22 en Amérique latine. Donc ça, le départ, franchement, non, ça m'excitait juste. Par contre, l'appréhension immense que j'avais, c'était vraiment est-ce que j'arriverais à dire adieu à ma vie en Argentine, mes amis en Argentine. Mais j'étais vraiment, j'avais le trouille les semaines et les mois avant de partir. Même quand j'envisageais pas encore de partir, je me disais, mais le jour où je prendrais la décision de partir, est-ce que j'y arriverai? Genre, c'est Hmm. tellement des gens que j'aime, c'est tellement une vie chouette. Donc ça, j'avais l'appréhension. Alors j'ai été surpris parce que finalement, ça a été, ça veut dire que voilà, c'était quelque chose que j'avais vraiment bien processé, que c'était le bon moment pour moi pour partir, de vivre une nouvelle aventure et tout. Donc le départ, même si déchirant, ça avait été. Mais j'avais pas vraiment eu d'appréhension avant de quitter la Belgique quand je suis parti pour l'Argentine. Mais j'ai eu une appréhension, c'est assez marrant, c'est quand j'étais en escale à Madrid, et là j'avais une bonne copine en Erasmus, et donc vu que j'avais une grosse escale d'un jour, j'avais passé du temps avec elle,
Et puis là, je sais pas, c'était un peu via ces questions. Elle me dit, mais en fait, ouais, t'es quand même pas anxieux et tout. C'est quand même un gros pari que tu prends parce que tu prends le pari que tu vas vraiment te plaire là-bas, que tu vas vraiment te sentir bien dans ton boulot et que tu vas rester. Moi, mon pari, c'était quand même de suffisamment aimer que pour rester au moins un an, quoi. Et là, quand elle me dit ça, je me dis, putain, purée, elle a raison. En fait, moi, je pars au milieu de nulle part là. J'ai juste eu 2 calls avec un Belge un peu fou qui commence à élever des larves en Argentine. Et je me dis, waouh! Alors que j'avais quitté une chouette coloc à Bruxelles avec vraiment des chouettes gens. Et là, je me suis dit, ah! Et je me souviens, j'ai eu un peu la truc comme ça. Et à ce moment-là, on faisait chacun des trucs différents à Madrid. Et je l'ai appelé, je dis, attends, Jen, il faut que tu viennes. Faut qu'on aille courir quelque part ensemble parce que là, tu m'as stressé à mort. Et, mais finalement, c'est passé vite. J'ai eu un peu une panique comme ça. Encore une panique, c'est un grand mot. Mais ouais, j'ai eu une sorte de bonne anxiété, une demi-journée suite aux questions de gêne parce que j'avais jamais vraiment incorporé, processé ça, que j'allais me taper au milieu de nulle part sans aucune idée de ce que ça allait être. Et en plus, j'avais pris plein de trucs avec moi. Moi, j'avais pris tout mon matos pour m'amuser à la montagne. Enfin, vraiment, ça a été quand même une démarche sérieuse. Mais donc la panique a été très 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 courte et en arrivant en Argentine, elle a même, c'est même pas poursuivi, même pas une minute. Genre, c'était bon, je savais que ce que je faisais, c'était une bonne idée. Génial. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire? Il y en a, bah là j'y pense à deux qui sont, parce que je l'avais pas préparé, mais qui sont finalement un peu des citations commerciales, mais moi je les adore. C'est YOLO, donc on ne vit qu'une fois. Ça clairement, moi, c'est de la vie quand même tout au jour le jour, quoi. Et il y en a une autre, alors ça c'est plus, encore plus, on va dire, fort que YOLO, j'ai l'impression. C'est l'idée n'est pas de mourir le plus vieux possible, mais de vivre jeune le plus longtemps possible. Ouais, ça c'est Ça super. c'est, bah bon, elles sont assez liées à, je sais pas, toujours mes envies de me lancer dans des trucs un peu atypiques et d'aventure. Ouais, je pense que ça peut être des citations qui résument un petit peu comment je suis, en tout cas aujourd'hui, comment j'ai été ces dernières années. Donc on est à peu près pile à un mois de la fin de ton parcours ici, mais il y en aura Ouais, d'autres. Très visiblement, il y en aura d'autres. ouais, ouais, c'est vraiment. Ton actualité du moment, donc tu sais quoi maintenant le trajet que tu vas faire pour terminer et les choses que tu planifies avant le grand départ? Alors mon vélo là, il va rester dans un garage encore pendant, je crois, 2 bonnes semaines. Demain on repart, on va faire un chouette sommet avec un gars que j'ai rencontré ici, qui a plus ou moins le même âge, il est français, il a la même passion de la montagne, la même, j'ai envie de dire, le même niveau d'expérience et de connaissance en alpinisme, etc. Et donc on va repartir en faire Qui un demain. s'appelle? Il s'appelle Thomas. Un petit On le salue. salut à Thomas. Et puis après, je vais repartir faire un grand trek de 8 jours. Je pense seul, même si j'ai un des copains qui veut le faire et tout, j'ai envie de retourner un peu seul là. Je veux dire, j'étais 4 mois seul à vélo et puis maintenant ça fait 2 semaines que je suis tout le temps avec des gens en montagne. C'est un trek fantastique qui s'appelle le Wash et donc c'est vraiment gambader autour de sommets à 6500 enneigés, des lagunes de nouveau, voilà. Et puis après, je vais reprendre le vélo et prendre la route de l'Équateur. Et bon, il y aura encore un peu de montagne là, à mon avis. Mais finalement, ça va passer très vite, hein. On arrivera vite début juillet et hop, là, ce sera retour en Belgique. D'accord. Et le vélo, il reste sur place ou il revient avec toi? Non, non, et rien, ça c'est mort. Je pourrais le revendre, mais Non mais ça va pas, jamais non? je le vends. Ah bah super. Et donc si on veut suivre un petit peu, retrouver ce que tu as fait alors, puisque ça va sortir après ton retour, on peut donner l'adresse de ton Polar Step? Ouais, ouais, tu peux mettre mon adresse de Polar Step il y a dans les liens, j'imagine, dans la Oui, dans le lien de description l'épisode. et celui d'Instagram aussi, je mets de temps en temps des photos et tout, des montagnes. Donc tu peux mettre les deux, ouais, avec joie. Ah bah super. Bah un grand merci pour ton temps ce midi pour toi. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour la discussion et d'avoir accepté qu'on partage ces histoires. À l'heure actuelle, Antoine est bien rentré en Belgique. J'espère que cette écoute vous aura fait voyager agréablement. Je vous mets le lien vers le Polar Step et le compte Insta d'Antoine dans les notes comme promis, histoire que vous puissiez mettre quelques images sur ce récit, de quoi continuer à rêver d'ailleurs, et pourquoi pas préparer votre aventure. Toutes les infos sur l'invité sont comme toujours dans les notes et plus encore sur la page de l'épisode sur storylific.com.
Dans le prochain épisode, à ce propos, on partira en mer avec le navigateur Jérôme Delire. On parlera de voile, de circumnavigation, d'atolls polynésiens et autres archipels de rêve, histoire de se mettre du vent du large et du bleu turquoise entre les oreilles. Je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet. Storylific soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices. Donc, si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux ou parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Tu peux aussi m'aider en prenant quelques secondes pour mettre une évaluation 5 étoiles au podcast. Si tu ne sais pas comment faire, tout est expliqué sur storylific.com/soutien. Un grand merci d'avance pour ton temps. Et bien sûr, tu peux m'aider énormément en faisant un micro-don sur patreon.com/storylific. Merci à ceux qui ont sauté le pas. Ce n'est pas rien et donc je vous suis très reconnaissante. Merci à toi pour ton écoute et merci à AS Adventure pour son soutien à ce podcast. À bientôt. J'ai complètement raté mon calcul de décalage horaire, alors que tant après plusieurs années, je devais avoir l'habitude. Maintenant, je me suis planté, donc pour moi, il est 12h50. Il y a 7 heures de moins. Ça va, t'as pas trop faim là? T'as eu le temps de manger avant ou tu vas avoir l'estomac qui gargouille à fond là? Pour être honnête, j'ai vite été attraper un petit truc dans la rue, dans un petit boui-boui facile. Génial. C'est une très bonne question de Valentine. Ah, c'est Amandine ici. Alors en Attention, fait, c'est c'était Amandine. quand j'avais... Ah merde. Je fais des formats un peu plus courts cet été, donc on verra. Je vais pas te pousser, mais je vais peut-être essayer de sortir ça cet été si on ne la fait pas trop longue. Je suis bavard en plus. T'es bavard en plus? Bon, voilà, je suis prévenue, je suis foutue, voilà, c'est bon.